Nous sommes un samedi du mois d'août dans un village au Nigeria. Princess enterre son mari, décédé au printemps à Lausanne. Un homme noir de plus, mort après une intervention policière. Le 5e en 10 ans dans le canton, c'est un record suisse qui pose des questions. Hello, Princess. Good afternoon. Hi, Princess. Good How are you? Simuenta, l'avocat de Princess. Il prend souvent de ses nouvelles, comme ce jour-là avec sa collaboratrice. How are you, Princess? What's going on at the moment? I'm not fine. What about my children? We know that you are the one who are holding all the, the burden on your shoulder. Just stay strong and let us know. Whenever you need anything, just give us a call. Thank you. Thank you. Thank you for your time. À partir du moment où une personne décède lors d'un contrôle de police, il y a quelque chose qui ne joue pas. Parce que ce n'est pas le résultat qu'on doit attendre. Peu importe pourquoi elle est contrôlée, peu importe si elle devait être contrôlée ou elle ne devait pas l'être, on ne peut pas accepter qu'une personne décède à l'issue d'un contrôle de police. Michael Ekemezié, l'époux de Princess, est le dernier mort en date. Une nouvelle affaire sur laquelle la justice est en train d'enquêter. Nous avons pu nous procurer les milliers de pages du dossier pénal. Voici ce qu'il révèle. Nous sommes le 25 mai à Lausanne. 2 policiers repèrent 2 individus sur cette passerelle du centre-ville qui est connue pour le deal. Les agents décident de les contrôler. L'un d'eux est Michael, il prend la fuite en courant. En situation illégale en Suisse depuis une dizaine d'années, il a déjà été condamné plusieurs fois pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Les policiers ne savent alors rien de son casier judiciaire, l'un d'eux part à ses trousses. En tout état, ce qui est sûr, c'est que l'on doit répondre aux injonctions de la police. Et donc, lorsque la police vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Et le fait de fuir, justifie que l'on interpelle la personne. Ça ne veut pas encore dire que cela justifie que cette personne soit violentée. L'interpellation a lieu sur ce parking après plusieurs minutes de course-poursuite. Elle est en partie filmée par une voisine. Le policier est à la peine, 3 collègues débarquent en renfort. Le suspect est alors conduit à l'hôtel de police de Lausanne, là où le drame va se jouer. Le véhicule pénètre dans le bâtiment, mais Michael semble inconscient. Regardez ces images exclusives tirées du dossier pénal. Un agent doit le tirer pour le sortir de la voiture. Tout s'enchaîne alors très vite. Les premiers secours donnés par des policiers, l'arrivée des ambulanciers et des médecins qui ont du mal à le secourir tant il vomit. Michael décède à l'hôtel de police moins d'1 heure après le début de la course-poursuite. Les médecins ont trouvé des boulettes de cocaïne dans sa bouche et son estomac, mais seule l'autopsie qui est en cours établira les causes du décès. Il avait 39 ans. Dans cette affaire, 5 policiers sont poursuivis pour homicide par négligence. 5, on l'a dit, c'est aussi le nombre d'hommes noirs morts en quelques années après un contrôle de police. Alors le doute s'installe. La police vaudoise a-t-elle un problème de racisme ? Si on est noir dans le canton de Vaud, on a plus de chances de se faire tuer par la police que si on est blanc. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument intolérable pour n'importe quelle démocratie, pour n'importe quel état de droit. Fin du mois d'août.
3 mois après la mort de Michael, l'hôtel de ville de Lausanne accueille une conférence de presse qui va marquer les esprits, mais surtout renforcer les doutes sur le racisme policier. Mesdames, Messieurs, j'ai près de 40 ans de carrière. J'ai vu beaucoup de choses tout au long de ma carrière, des drames humains, des choses qui me resteront à demeure. Mais là, c'est choquant. C'est choquant parce que c'est contraire à l'ensemble des valeurs. Mais j'y reviendrai. Il est groggy, le commandant de la police de Lausanne. Ce jour-là, Olivier Bottron s'exprime devant la municipalité au complet. Ils sont tous là, les 7, avec le visage des mauvais jours. Ils viennent d'apprendre l'existence de 2 groupes WhatsApp policiers au contenu impensable. La lecture des documents laisse apparaître qu'environ 500 pages, au-delà des caractères festifs, joyeux anniversaire, partageons une bière ce soir ensemble, comportent un certain nombre de messages, expressions, images, blagues à caractère raciste, d'antisémitisme, de sexisme, de dénigrement des personnes en situation de handicap. Je vous invite à prendre connaissance quelques-unes de ces photos. Ces groupes WhatsApp ont existé pendant plusieurs années et une 50aine d'agents en ont été membres. Devant l'ampleur du scandale, le syndic Grégoire Junot pèse chacun de ses mots. Je redis que nous avons été profondément heurtés et choqués par ces messages, que l'idée que des représentants et représentantes du corps de police puissent se laisser aller à telle dérive est proprement inacceptable. Et j'aimerais ici, au nom de la municipalité, condamner ce qu'il faut bien qualifier comme une forme de racisme systémique qu'il convient ici de traiter. Ces révélations chocs résonnent jusqu'à Valence en Espagne, chez Bridget, la veuve de Mike Ben Peter. Elle s'est toujours demandé si son mari était mort en raison de sa couleur de peau. Elle se le demande encore plus aujourd'hui, après avoir pris connaissance des messages racistes. My reaction first was like, what? I was like pissed off. I was very angry. There was 2 policemen that was involved in Mike's death. They are inside this WhatsApp group. Le mari de Bridget est mort après un contrôle de police à Lausanne. Depuis son décès, elle vit seule avec les 3 enfants du couple. Nelly, l'aînée, Divine et Destiny, le benjamin. Cet enfant ne connaîtra jamais son père, mort quelques mois avant sa naissance. Hiver 2018. Un policier lausannois en patrouille repère Mike qui a un comportement suspect à ses yeux. L'agent ne le sait pas, mais le Nigérian a déjà été condamné pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le policier s'approche, la situation dégénère. 5 autres collègues interviennent pour l'arrêter. Le suspect est plaqué au sol, il ne bouge plus. Il a fait un arrêt cardio-respiratoire et les causes sont multifactorielles selon les experts. Mike sera déclaré mort le lendemain au CHUV. Il avait 39 ans. Life without him in my daily basis is hell. It's really hell. It's painful, but I know nothing I can do, but without him, I'm just like empty. I'm just like empty.
Les policiers ont été jugés pour homicide par négligence et acquittés déjà à 2 reprises. 7 ans après la mort de son mari, Bridget est chamboulée en découvrant que certains étaient donc membres des groupes WhatsApp racistes. Such people, racist, remain racist. It can never change for anything. You cannot hide who you are. You see, those policemen in that WhatsApp group, not just 1, 2, or maybe they suspend or expel 1 or 2 of them. Everyone there in that group, they are the same. They are the same. Every one of them needs to be out of that police carton. I do parenya. You want to eat parenya when you get to? On comprend encore mieux cette indignation quand on se plonge dans les 2500 pages de messages. Nous les avons lus en exclusivité. Ce qui frappe d'abord, c'est qu'une vingtaine de policiers ont dérapé, soit près de la moitié des membres des groupes WhatsApp. Voici des exemples reconstitués pour faciliter la lecture. J'ai pris un migrant sous mon aile. Heureusement, ma bagnole n'a rien. Quand un black enlève ses chaussures. Raciste. Merci. Je la prends s'il y a l'avant. Place Chaudron à 22h. 23h maintenant. Mes anges gardiens ont la peau noire. Voilà, j'ai envie de killer des gens maintenant. Ces messages font froid dans le dos, mais il y a peut-être pire. Tout part de cette photo d'un policier semblant se réjouir de la mort de Mike. Elle a d'abord été partagée sur les groupes WhatsApp, puis rendue publique par l'émission Mise au Point en 2023. Cette médiatisation a fait paniquer certains policiers. Frérot, ils en ont fait un article de journal. C'est surtout qui l'a fait fuiter aux médias. Il y a un fils de pute qui a fait fuiter cette merde. Quelqu'un qui ne t'aime pas a fait fuiter. Reste plus que la vidéo du lançage des boulettes dans la bouche et c'est le jackpot. Il y a plein de choses qui ne doivent pas ressortir. On n'est pas à l'abri que la taupe a fait fuiter d'autres trucs. Ça saoule. C'est la M. C'est pas comme si t'avais été filmé en train de casser le natel d'un boubou dans la portière de la 103. Mais comment des policiers ont pu en arriver là ? Une question pour le commandant de la police de Lausanne. Olivier Bottron a eu tous ses agents sous ses ordres. Nous le retrouvons 2 mois après la conférence de presse. Vous étiez au courant de l'existence de ces groupes WhatsApp ? Non, aucunement. Aucunement. Comment le comprendre ? Vous ne savez pas ce qui se passe au sein de vos troupes ? Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça ne remonte pas parce qu'on n'a pas confiance en vous ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la confiance des collaboratrices et collaborateurs, mais il est clair que lorsque je me retrouve dans une voiture avec 2 personnes, ils n'ont peut-être pas forcément envie de me dire « Ah, écoutez, voilà ce qu'il y avait sur ce groupe WhatsApp, qu'est-ce que vous en pensez ?» Au travers de ceci, il faut aussi comprendre la dynamique de groupe, l'esprit de cohésion. Je suis le premier à défendre ce qu'on appelle l'esprit de corps. L'esprit de corps a autant sa force dans la cohésion, c'est s'entraider. Et on entre dans un côté qui peut être parfois négatif de l'esprit de corps, c'est-à-dire qu'on oublie à un moment donné de dire « mais est-ce que ce sont toujours mes valeurs ? Est-ce que celles-ci, je les partage ? Est-ce que je dois les remonter ?» Mais compte tenu que je travaille tous les jours à cette personne, est-ce que je devrais vraiment le dénoncer ? Je pense qu'aujourd'hui, certains collaboratrices et collaborateurs se posent ces questions suite à tout ceci. Il n'y a pas de perfection sur cette terre, ni chez vous, ni chez moi, ni chez les policiers. Lui, c'est la voix des policiers mis en cause. Dans ce scandale des groupes WhatsApp, l'avocat Christian Favre en a défendu un qui a risqué le licenciement. Oui, certaines images, c'est clair, elles ne sont pas admissibles. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais pour moi, c'est une forme d'évacuation
de la vapeur, de la tension, de la frustration. Quand vous avez besoin d'évacuer la pression, vous envoyez des photos racistes, antisémites et sexistes à vos proches? Alors je n'exerce pas le métier de policier. Ce soir, je ne serai pas appelé pour aller désincarcérer des gens dans un épouvantable accident. Je n'aurai pas à interpeller des dealers de rue ou risque de me prendre un coup de couteau. Je ne devrais pas intervenir dans un appartement en pleine dispute conjugale avec des gens qui se hurlent dessus en enchaînant les interventions pendant toute une nuit. Alors je pense que ces gens-là vivent au quotidien comme policiers de la rue dans un niveau de tension, d'inquiétude aussi, qui, ma foi, fait que ça sort parfois pas tout à fait de la bonne manière. Lui, c'est la voix des personnes dénonçant les violences policières. Autant dire que Simuenta porte un autre regard sur les policiers qui ont dérapé. Lorsque vous avez plus de 45 personnes qui sont dans le même groupe, par définition, vous ne les connaissez pas tous parfaitement. Le fait que vous puissiez vous sentir tellement intouchable, que vous puissiez parler de racisme, de suprématie, d'Hitler, de la Gestapo, sans aucune espèce de crainte que quelqu'un puisse vous dénoncer, démontre un esprit de corps qui va au-delà de tout. Ça veut dire qu'il y a une tolérance par rapport à ça. À partir du moment où vous avez une tolérance, vous avez forcément aussi la possibilité de se dire, finalement, si je suis avec mon collègue et puis que j'abuse un petit peu plus, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je crains que mon collègue me dénonce ou pas? Vraisemblablement, c'est ce qui mène certains policiers à aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a un esprit de corps et parce qu'on se protège les uns aux autres. Bonjour, monsieur. Mais les policiers sont des hommes et des femmes, d'ailleurs, dans leur tripes, avec leurs opinions, avec leurs faiblesses, leurs moments de tristesse, leurs moments de colère. Elle ne sort pas toujours de la bonne manière. Mais je ne crois pas que cette frustration, cette colère ressorte au travers de la manière dont nos policiers interviennent sur le terrain. Ce n'est pas une croyance, c'est une conviction. Je reviens sur le principe, en guillemets, d'exutoire, qui n'est pas toujours acceptable en fonction de ce qui est changé. Il y a des choses qu'on peut entendre, d'autres qu'on ne doit pas accepter. Et j'ai ce rôle aussi de barrage à ces aspects-là. Mais je suis convaincu aujourd'hui que le policier qui a dérapé n'est pas forcément, indéniablement, un problème dans l'espace public pour la population. Nous avons obtenu des chiffres inédits qui permettent d'en douter. Pour bien comprendre, il faut d'abord préciser qu'en Suisse, il est très rare que des policiers soient mis en cause en justice après des décès liés à leurs interventions. En 10 ans, ce n'est jamais arrivé dans la majorité des cantons. Il y a eu une affaire dans les cantons d'Argovie, Tessin, Valais et Zurich, 2 dans les cantons de Berne et Saint-Gall, 3 dans le canton de Genève et 6, c'est un record suisse, dans le canton de Vaud. 6 affaires, 6 décès. 2016, Hervé Mandundou. 2017, Lamine Fati. 2018, Mac Ben Peter. 2021, Roger Wilhelm dit Enzoy. 2024, Kader Bepek. 2025, Michael Ekemézié. À cette liste s'ajoutent 2 drames à Lausanne lors d'un été meurtrier. La mort de Camilla, qui perd la maîtrise de son scooter en voulant échapper à un contrôle de police. Elle avait 14 ans. Et la mort de Marvin, un jeune Suisse d'origine congolaise, 2 mois plus tard dans les mêmes circonstances. Il avait 17 ans. Aucun policier n'est en cause dans ces 2 affaires, mais elles mettent le feu à la ville, du rarement vu en Suisse. Le quartier de Prélat à Lausanne est secoué par 2 nuits d'émeutes.
Quelques jours plus tard, des centaines de personnes se réunissent à la place du château. Le rassemblement est prévu de longue date, en souvenir des 4 ans de la mort de Nzoï. L'ambiance est bonne enfant, même si la tension est alors à son comble dans le canton. Une nervosité ressentie dans le discours de Céline, proche du collectif Justice pour Nzoï. Dès qu'on creuse un tout petit peu, la vérité est là, à peine dissimulée. La police est brutale et mal formée. Elle agit de manière agressive et inconsidérée. Quand elle ne tire pas, elle étouffe par un plaquage ventral. Quand elle n'asphyxie pas, elle poursuit des enfants de manière complètement disproportionnée. Parfois même, elle laisse juste crever des gens dans une cellule de garde à vue. La militante évoque aussi la mémoire du défunt. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Roger Nzoï Willem avait 37 ans au moment de sa mort. C'était un mec de Zurich. Il faisait du son, il menait sa vie. Nzoï, c'est l'affaire qui soulève un autre problème, et non des moindres. Comment la police enquête-t-elle quand l'un des siens est mis en cause ? Ce Zurichois d'origine sud-africaine a perdu la vie il y a 4 ans à la gare de Morges. Le drame a été filmé par de nombreux pendulaires. Nous sommes le 30 août 2021 en fin d'après-midi. Nzoï semble un peu perdu sur les voies. Un cheminot téléphone à la police puis essaye de le raisonner. Calme-toi. Zen, appuie-toi. Calme-toi. Ah, en français. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non. Calme-toi. Je suis calme. Mais dis-moi ce que tu veux faire. 4 agents arrivent sur place dans les minutes qui suivent. Nzoï est muni d'un couteau et paraît se diriger vers l'un d'eux. Après plusieurs sommations, ce policier tire à 2 reprises. Oh! Oh! Puis une 3e. Oh! Nzoï s'écroule. Les 4 agents demandent une ambulance et ils menottent Nzoï. Mais aucun n'essaye de le secourir. C'est un infirmier sur place par hasard qui effectuera un massage cardiaque. Sans succès, Nzoï décède sur le quai 4. Il avait 37 ans. Une enquête pénale est ouverte contre les policiers. Elle est classée 3 ans plus tard par le procureur. Rien ne peut être reproché au policier qui a tiré, ni à ses collègues qui n'ont pas secouru Nzoï. Mais d'autres n'arriveront pas aux mêmes conclusions. C'est très rare en Suisse. Une contre-enquête a été lancée en parallèle, menée par Border Forensics, qui s'intéresse aux violations des droits humains. Elio Panez est chercheur pour cette agence d'investigation. C'est la famille de Nzoï qui nous a contactés et qui considérait que le ministère public et l'enquête criminelle n'a pas répondu à toutes les questions et que beaucoup de zones d'ombre restaient encore sur cette affaire. Pour contre-enquêter, Border Forensics a eu accès à l'entier du dossier pénal. L'association était frappée par l'audition d'une policière impliquée dans l'arrestation de Nzoï. Quelques heures après sa mort, elle est interrogée par un policier enquêteur. Vous êtes entendu dans le cadre d'une procédure pénale concernant un homicide survenu à la gare de Morges. Comment vous déterminez-vous? J'en prends acte. Je préfère que l'on se tutoie. Ce tutoiement, nous n'avons pas plus d'informations que ce que les PV d'audition, les procès-verbaux d'audition nous donnent. Ça peut être la preuve d'une connaissance directe. On tutoie une personne parce qu'on la connaît. Mais ça peut aussi révéler autre chose. Ça peut révéler simplement une des preuves matérielles d'un esprit de corps qui existe dans la police. Un tutoiement potentiellement généralisé au sein des policiers et policières d'un même canton. Et donc,
Ce tutoiement est un des éléments qui nous fait nous poser la question de l'indépendance et de l'impartialité dans le cadre de ce type d'enquête. Compris, c'est vous qui avez fait feu? Oui, c'est la PRM. Bien compris. Un autre élément fait douter de la qualité de l'enquête. On vous explique. Le dossier pénal doit contenir en principe tous les échanges radio entre les policiers. Mais Border Forensics s'est rendu compte qu'il en manquait certains. Dans la reconstitution des événements, nous avons une image d'un policier qui, une fois, touche son micro, se penche et parle, ce qui est visible à l'image. Et nous n'avons pas d'enregistrement audio qui est correspondant. Le procureur avait pourtant demandé aux policiers enquêteurs de lui donner tous les échanges entre les agents mis en cause. Le ministère public a en effet demandé aux enquêteurs de fournir l'entièreté des flux radio en lien avec l'intervention. Cette demande elle a été interprétée par les enquêteurs de police comme étant les flux radio jusqu'au moment du menottage. Prioritaire pour moi, l'individu au sol, il est menotté. Je répète, il est menotté. Cette interprétation surprend puisque les échanges après le menottage sont déterminants pour comprendre la passivité des policiers à la suite des coups de feu. Quel type d'informations ont été échangées après les événements? Est-ce que les policiers ont été mis de côté? Est-ce que les policiers ont pu échanger sur les événements? Est-ce qu'on pu s'échanger différentes informations, s'accorder sur un récit? Avec les informations que nous avons actuellement, il n'est pas possible pour nous d'être conclusifs là-dessus, mais ces enregistrements audio pourraient être des éléments qui nous permettraient de répondre à ces questions. Le travail de Border Forensics a donc mis le doigt sur les failles de l'enquête policière. Dans ce dossier, l'avocat Ludovic Tirelli défend la famille d'Enzoï. Et pour lui, ce n'est pas un hasard si l'enquête a été lacunaire. Alors, en tant qu'avocat pénaliste, donc je suis dans le monde de l'enquête tous les jours. Et je peux vous dire que la police sait très bien faire son travail. Lorsqu'il s'agit d'aller chercher des preuves qui démontrent la culpabilité d'un prévenu, ils savent le faire avec ténacité. Et puis le problème, lorsque c'est la police elle-même qui est accusée, eh bien on a le sentiment que l'enquête est beaucoup plus molle. Ces enquêtes molles, pour reprendre les mots de l'avocat, sont menées par le DISPO, le détachement d'investigation spéciale policière. Ce détachement décrié est dirigé par Nicolas Rizzetto, un des pontes de la police cantonale. Je suis policier depuis un peu plus de 35 ans. Je suis également chef du DISPO, le détachement d'investigation spéciale policière. C'est une unité spéciale pour laquelle nous investiguons uniquement sur les policiers qui ont ou auraient commis des infractions dans le cadre de l'activité professionnelle. Le DISPO est constitué d'une 60aine de policiers expérimentés parmi les plus de 1000 qui travaillent à la police cantonale. Comment fonctionne-t-il? Imaginons qu'un suspect perde la vie après une intervention policière. Le procureur du ministère public ouvre une enquête contre le policier concerné. Puis il prend contact avec le chef du DISPO. Celui-ci désigne les policiers qui vont travailler sur le dossier. Ces policiers enquêteurs vont donc investiguer sur le collègue mis en cause tout en poursuivant leurs tâches quotidiennes. Ils ne sont pas séparés du reste des troupes et c'est ce qui fait débat. Je pense que c'est un système qui dysfonctionne, de mon point de vue, parce que on a des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers, et ces policiers enquêteurs ne sont pas totalement séparés des autres corps de police. Et donc, vous pouvez être amené à travailler avec certains collègues sur un dossier ordinaire, et puis un beau jour, il y a une affaire qui relèverait du DISPO, on vous sélectionne pour aller enquêter sur vos collègues. Le bon élève en matière d'enquête sur des policiers, c'est le canton de Genève. Sa police des polices, l'inspection générale des services de son vrai nom, est souvent citée en exemple. Marc Gerber est à sa tête depuis 6 ans.
nous sommes situés au centre-ville de Genève, nous ne faisons pas partie d'un hôtel de police ou d'un poste de police, donc nous avons déjà des locaux indépendants. Le fait d'être indépendant dans des locaux extérieurs permet vraiment de pouvoir, je pense, garantir une indépendance, une sérénité d'enquête. Cette sérénité d'enquête s'explique aussi par une pratique unique en Suisse. L'IGS est composé de policiers qui ne font que ça. Ils ont été, si on veut, extraits du corps et actuellement, ils ne s'occupent que des affaires qui concernent la police, les policiers municipaux, les agents de détention. Donc, ils n'ont plus affaire à leur ancien service. Ils ne sont plus pris dans le tournus, finalement, du policier normal et ils ne font que ça. Donc, on est plus à l'aise quand on doit enquêter sur des policiers de ne pas, finalement, être à côté d'eux ou de travailler avec eux ou de les croiser lors de certaines interventions. Donc, effectivement, le fait d'être dans des locaux séparés et de ne travailler que là-dessus facilite, finalement, le travail de l'Inspection générale des services. Dans le canton de Vaud, et c'est ce qui est décrié, les policiers enquêteurs ne sont pas à l'écart des troupes. Je comprends que l'image que ça peut véhiculer peut créer une forme de doute. Maintenant, ces policiers, ils sont soumis à des règles très strictes. Si l'enquêteur doit investiguer ou faire des opérations sur un policier qu'il connaît, à quel titre que ce soit, il va se récuser. Et ils ont de toute manière l'interdiction formelle de communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc ce cloisonnement, il est réel. Alors c'est pas une unité qui est déportée ailleurs, ça reste des policiers, mais ces policiers, moi je leur donne les moyens d'être totalement indépendants et détachés de leur unité habituelle. Lui, en tout cas, salue le travail du Dispo. Eric Kaltenrieder est le procureur général vaudois. À ce titre, il chapeaute les enquêtes menées par les policiers engagés dans ce détachement. Au niveau du ministère public, nous avons besoin d'enquêteurs, de policiers qui réunissent plusieurs qualités, celle de l'indépendance, celle des compétences et celle des bons états de service. Et les policiers qui sont engagés au sein du Dispo réunissent ces compétences. Si au niveau des apparences, de l'indépendance, au niveau du grand public, cela questionne ou cela questionne trop, à ce moment-là, c'est une question politique. Notre politique est aux politiques de décider s'ils souhaitent changer de système, sans donner les moyens pour rassurer cette frange de la population qui trouverait une trop grande proximité entre les policiers enquêteurs et les policiers sous enquête. Dans l'affaire Enzoï, on l'a dit, le ministère public a estimé qu'on ne pouvait rien reprocher aux policiers sous enquête. Affaire classée sans procès. Ce n'est pas l'avis du tribunal cantonal. Il a cassé cette décision en remettant en question le travail des policiers enquêteurs, mais aussi celui du ministère public. Et ce n'est pas l'unique fois que le tribunal cantonal a tapé sur les doigts des procureurs. C'est aussi arrivé dans l'affaire Lamine Fati. L'histoire de ce jeune demandeur d'asile gambien est dramatique. Il y a 8 ans, des gardes frontières l'arrêtent à la gare de Lausanne. Ils sont persuadés qu'il fait l'objet d'un renvoi de Suisse. Lamine est alors conduit au centre de la police de la Blécherette. Il est placé en cellule, mais il n'a rien à y faire. C'est en fait un homonyme qui est recherché. Oui, vous avez bien compris, un autre Lamine Fati. Cette confusion va avoir des conséquences terribles. Nous nous sommes procuré la vidéo des dernières heures de vie du requérant d'asile. Lamine fait une crise d'épilepsie en cellule, mais l'agent notamment chargé de surveiller les écrans ne voit rien. Bien plus tard, un de ses collègues ouvre la cellule et trouve Lamine inconscient.
Malgré les soins immédiatement prodigués, Lamine meurt sur place. Il avait 23 ans. Après 6 ans d'enquête, une procureure conclut un malheureux concours de circonstances et blanchit le responsable des écrans de surveillance qui n'avait rien vu. Mais le tribunal cantonal a donc cassé cette décision et ordonné à la procureure de muscler son enquête. Si on résume, dans 2 affaires avec mort d'homme, le ministère public vaudois a été prié de revoir sa copie. De quoi questionner le patron des procureurs. Est-ce que le ministère public a la distance critique quand il doit enquêter sur des policiers ? Bien sûr, les procureurs en charge des enquêtes contre les policiers conduisent leur enquête comme une enquête qu'ils conduiraient dans un autre domaine. Il n'y a aucune mesure particulière prise dans le cadre de ces enquêtes. Nous enquêtons à charge, comme nous enquêtons à décharge, comme c'est le cas dans tous les dossiers. Encore une fois, l'indépendance est garantie, l'impartialité est garantie dans ces affaires d'enquête contre les policiers. Au pied des nouvelles tours de Malais, ce discours ne passe pas. Dans cette yourte où se réunissent de nombreux sans-abri et sans-papiers, on retrouve Céline. Cette Suissesse née de mère sénégalaise et de père suisse est très impliquée dans les collectifs créés après plusieurs décès de personnes noires. Nos collectifs, ils militent pour que l'histoire elle arrête de se répéter. Et aussi, surtout, que en fait, les personnes qui sont responsables soient jugées, que justice soit rendue, que la vérité soit donnée aux familles, que des excuses soient présentées. Et tout ça, pour l'instant, il n'y a rien. Quand on voit qu'aucune des personnes n'ont été inquiétées dans l'affaire Enzoï, ni dans l'affaire Lamine Fati, enfin, ça crée de l'insécurité, ça crée de l'impunité. Et aux policiers, quel est le message qui est donné ? Vous pouvez tuer des personnes, vous pouvez avoir du sang sur les mains, on ne vous inquiétera pas. Vous avez une impunité totale. Donc avec ce message, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Évidemment, lorsqu'on n'est pas content du résultat d'une affaire, souvent on dit finalement les gens qui ont rendu les décisions ont mal travaillé, le système dysfonctionne. C'est compliqué. Est-ce que ces gens attendent une décision de condamnation dans une affaire ? Peut-être qu'on aura une décision de condamnation. Est-ce que ça restaurera leur confiance dans le système ? J'en sais rien, mais on ne peut pas, au niveau du ministère public, partir du résultat attendu par des franges de la population pour orienter nos enquêtes. Encore une fois, nous travaillons en toute indépendance et en toute impartialité dans chacun des dossiers que nous traitons. Dans toutes ces affaires vaudoises, il y en a une qu'on pensait archivée. Mais en cours d'enquête, on a découvert qu'elle va de nouveau faire parler d'elle. Cette fois, c'est le travail des juges qui est mis en cause. Nous le révélons, le dossier est sur la table de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH à Strasbourg. Ce cas, c'est l'affaire Hervé Mandundou, un décès qui tourmente sa mère depuis des années. C'est la question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive jusqu'à sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est ça. C'est la même question depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. C'est la même question. Qu'est-ce qui a fait que la police ou les policiers puissent tirer 3 balles? Là, voilà, on ne sait pas. On sait pas. Il aimait trop son fils. J'aime bien cette photo. Hervé était l'aîné de ses 5 enfants et il est mort le 6 novembre 2016 dans son immeuble de B. Ce soir-là, ce Congolais défonce la porte de l'appartement de son voisin et il le menace avec un couteau. 5 policiers débarquent dans les minutes qui suivent, mais Hervé se montre tout aussi menaçant à leur encontre. Un policier lui ordonne de s'arrêter, mais il n'obéit pas. L'agent sort son arme et tire à 3 reprises. Hervé avait 27 ans. Les examens montreront qu'il avait consommé de l'ecstasy dans les heures précédant sa mort. Et combien même est-ce que
La police, elle est là pour tuer les dérangés, les drogués, les personnes perturbées. C'est ça le travail de la police. Voilà, c'est ça. On ne sait pas si c'est le travail de la police. Hein. Malheureusement, c'est un peu les réponses qu'on a eues par rapport à l'acquittement même du policier qui a assassiné notre frère, parce que pour nous, ça reste l'assassinat. Mais pour la justice suisse, c'est un cas de légitime défense et non un assassinat. Le tribunal fédéral l'a confirmé en dernière instance. Du côté de la famille, on reste convaincu que l'action de la police était disproportionnée. On est dans un excès de légitime défense. Et ça porte atteinte au droit à la vie. Et c'est une question qui doit être tranchée par la justice. En l'occurrence, ça sera la justice supranationale, la justice de Strasbourg. La CEDH, et c'est très rare, est en effet entrée en matière. Elle l'a fait savoir cet été à l'avocat. Au vu des circonstances de la présente affaire ainsi que de la jurisprudence et de la pratique de la Cour, j'estime qu'un règlement amiable est possible. Au moins la Cour européenne a accepté de nous écouter. Au moins ça déjà. Déjà ça, c'est pour nous, pour moi c'était déjà quelque chose, voilà. Je me suis dit, au moins ça d'abord. Il ne s'agit pas d'argent, parce que l'argent même, voilà, ça ne va pas remplacer mon fils. Non, ce n'est pas question d'argent. Puis nous, on veut juste une justice équitable, en fait. C'est pas une question d'argent. D'argent, non. Pour que je puisse faire mon deuil, il faut vraiment que les choses soient claires. La famille a donc refusé l'accord à l'amiable proposé par la Cour et les dizaines de milliers de francs qui allaient avec. Le gouvernement suisse a lui aussi refusé cet accord. La CEDH va donc à présent statuer sur le fond, dire si l'enquête sur la mort d'Hervé était incomplète ou non. Notre espoir maintenant avec cette décision, c'est vraiment que on soit écoutés, les familles noires, pas forcément que les noirs, mais surtout les personnes de couleur qui sont beaucoup ciblées par des morts subites comme ça. C'est surtout ces dernières années en Suisse. Parce que c'était une fierté pour nous dire, je viens de la Suisse, chez nous c'est la sécurité, il n'y a pas de problème, etc. Donc vraiment, on espère en tout cas que ça va aussi ouvrir une petite porte, une petite voie pour les autres, que ça puisse vraiment... en gros, cette décision, que ça bouge quelque chose, mais pour de vrai, que maintenant, que les policiers ils fassent vraiment attention. À l'hôtel de police de Lausanne, le commandant Botron, bientôt retraité, n'est pas insensible à ce discours. J'aime mon métier, j'aime les gens. J'ai toujours tout fait pour être au plus près des attentes de la population. Et de sentir que quelque part, une minorité de cette population n'a plus confiance en sa police, la grande majorité est là, mais une minorité, les personnes qui ont été discriminées, c'est de me dire quelque part, mais qu'est-ce que je pourrais encore faire pour leur dire, voilà, votre police, vous pouvez avoir confiance en elle, je vais vous démontrer. Et on doit rassurer ces minorités qu'on fera toujours bien notre travail à l'endroit de l'ensemble de la population, de toutes les populations. Le commandant de la police de Lausanne veut regagner la confiance de la population. Le combat est noble, mais loin d'être gagné. Les failles dans les enquêtes policières et des procureurs avaient entamé cette confiance. Who killed Michael? Who killed Lamine Fati? Who killed Mike Pempita? No justice! No justice! L'affaire des groupes WhatsApp racistes l'a fait voler en éclats. Elle tend à donner raison à celles et ceux qui, depuis des années, inlassablement, dénoncent un racisme policier. Aujourd'hui, le doute est permis. Il est légitime. Alors oui, regagner la confiance de la population est un combat noble, mais loin d'être gagné.